Pendant plusieurs années, le vaisseau spatial Kepler de la NASA a erré dans l'espace. Il a étudié plus de 150 000 étoiles à travers la galaxie. Cette recherche avait un objectif précis, trouver des planètes similaires à la Terre. Ces planètes pourraient devenir notre deuxième maison. Mais cela ne se produira que dans un avenir lointain, lorsque l'humanité commencera à coloniser l'espace. La mission a été un succès. Kepler a trouvé des tas de planètes qui ont été baptisées Super-Terre. Mais dans notre système solaire, pas une seule planète ne peut être qualifiée de Super-Terre. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait se cacher quelque part à la périphérie de notre système. Mais personne n'en a trouvé de preuves tangibles. Une super-Terre semble impressionnante, mais en réalité, il est peu probable qu'elle ressemble à notre planète. Dans tout l'univers, il existe de nombreuses super-Terres de ce type. Pour devenir une super-Terre, une planète doit peser de 1 à 10 fois la masse de notre planète. Elle doit aussi faire 2 fois sa taille et être alimentée par l'énergie d'une étoile. Ce sont là tous les critères. La surface d'une telle planète peut être rocheuse ou gazeuse ou même mixte. Imagine que tu vis sur une telle planète. C'est la même que la nôtre, avec une atmosphère, un climat et un paysage similaires, mais plusieurs fois plus grande. Notre vie serait différente ici. À cause de la masse accrue, la gravité sur cette planète est beaucoup plus forte. Il n'y a pas de hautes montagnes ou d'arbres dans ce monde. L'Everest est plusieurs fois plus petit. La plupart des arbres ne poussent pas plus haut qu'un immeuble d'un étage. Les gens sont aussi plus compacts. Il est difficile pour le corps de grandir lorsque la gravité fait pression sur lui avec une force double ou triple. La taille moyenne d'un adulte est d'1 mètre. Il y a presque 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui. Dans les grandes villes, les gens se sentent à l'étroit. Mais sur la super-Terre, la superficie est 2 fois plus grande. Les gens sont aussi plus petits. Ils conduisent de petites voitures et vivent dans de petites maisons. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'espace. L'air est plus pur et toutes les régions de cette planète ne sont pas encore entièrement explorées. Les jours et les nuits durent plus longtemps ici que sur notre bonne vieille Terre. Aujourd'hui c'est lundi et mardi commencera dans 48 heures. Mais les gens n'ont toujours pas assez de temps libre. Les heures de travail sont plus longues désormais et ils ont tous besoin de plus de temps pour dormir, se reposer et se déplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont désormais beaucoup plus forts et plus résistants. Si une personne ordinaire arrive sur la super-Terre, elle aura l'impression de porter un lourd sac à dos rempli de briques. Ses muscles ne seront pas habitués à porter une telle charge à tout moment. Même pendant son sommeil, elle se sentira lourde. Chez une personne non préparée, cette pression peut endommager les os et les muscles et entraîner des conséquences désagréables. Mais comme les gens vivent sur la super-Terre depuis des milliers d'années, ils ont évolué et se sont adaptés aux nouvelles conditions. Sur cette planète, les os humains sont aussi solides que le fer. Les muscles sont aussi durs que la roche. Les gens sont des créatures petites mais puissantes, mais ils ne connaissent pas leur propre force. Tout ce qui les entoure est lourd, et c'est la norme. Les arbres sont plus robustes et leur bois est plus durable, ce qui signifie que les meubles sont plus massifs. Une simple feuille de papier sur la super-Terre peut peser 10 fois plus que celle à laquelle nous sommes habitués. Une voiture de taille standard peut peser autant que 2 camions de pompiers et une cuillère à café est plus lourde qu'un haltère. Mais comme le poids de tous les véhicules est plus important là-bas que sur notre planète, les gens ont besoin de plus de puissance et de carburant pour atteindre des vitesses élevées. Ils utilisent beaucoup d'essence. Il faut énormément de ressources pour envoyer des fusées dans l'espace. Il faut plus de carburant pour vaincre la gravité de la super-Terre et quitter son atmosphère. Les vaisseaux spatiaux doivent aussi peser moins lourd. Quand tout est si lourd et dense, tu ne te sens pas super fort. Mais disons que tu es un résident de la super-Terre et que tu décides un jour de visiter notre bonne vieille Terre. Ici, à l'inverse, tu deviens un surhomme. Tu peux t'approcher de n'importe quelle voiture, mettre tes mains contre le coffre et commencer à la faire bouger. Dans la salle de sport, tu soulèves facilement n'importe quel poids. D'un seul coup de poing, tu peux laisser une fissure dans un mur de béton ou briser une planche de bois. Tout cela semble extrêmement impressionnant, compte tenu de ta petite stature. Tes jambes, habituées à de lourdes charges, se sentent si légères ici. Tu peux facilement sauter d'un toit à l'autre. Si tu tombes accidentellement d'un immeuble de 2 étages, ton corps ne subira aucun dommage grave. Ta peau ne sera pas éraflée, tes os résisteront facilement à la chute. Sur Terre, tu deviens un super-héros. Malheureusement, une super-Terre avec les conditions parfaites pour les humains n'a pas encore été trouvée. Ces planètes sont encore mal comprises. Elles peuvent même présenter un danger pour les humains. Une grande masse signifie une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie doit être libérée. Si nous vivions sur la super-Terre, les éruptions volcaniques seraient aussi fréquentes que les orages. La gravité accrue pourrait aussi provoquer le déplacement d'un plus grand nombre de plaques tectoniques. Le paysage et la croûte de la planète seraient très instables. Imagine que des tremblements de terre te réveillent tous les jours. De telles conditions encourageraient les gens à développer un grand sens de l'équilibre. Il y aurait aussi des technologies spéciales pour renforcer les fondations des maisons. Les déplacements fréquents des plaques tectoniques déclencheraient d'énormes tsunamis.
Les océans changeraient constamment de forme. De vastes étendues de terre seraient inondées. Dans des conditions aussi changeantes, les gens ne pourraient jamais construire de villes permanentes et vivre confortablement. De plus, si jamais des gens venaient ici, il leur serait difficile de s'envoler à cause de la puissante force gravitationnelle de la planète. Les objets spatiaux qui passent devant la super-Terre auraient plus de chances de tomber sur la planète. En plus des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, il y aurait de fréquentes pluies de météores. Et il ne s'agirait pas seulement de minuscules roches qui s'évaporent dans l'atmosphère. D'énormes astéroïdes pourraient être déviés de leur trajectoire par la gravité de la planète. Les gens devraient construire une machine capable de détruire les météorites avant qu'elles n'entrent dans l'atmosphère. Mais même s'ils réussissaient, des centaines de morceaux de roches spatiales tomberaient quand même sur la super-Terre. Après toutes ces catastrophes, les gens comprendraient très probablement qu'il n'y a qu'une seule super-Terre. Et c'est notre planète natale. La pire chose qui puisse arriver à la Terre est le durcissement de son noyau. Dès qu'il cessera de fonctionner, la planète perdra le bouclier qui la protège et nous protège des radiations spatiales. Les tempêtes solaires et les explosions d'énergie peuvent créer de graves problèmes pour les gens. Tous les appareils électroniques cesseront de fonctionner normalement. Internet, les centrales électriques, les feux de circulation, les ordinateurs, les avions, tout. Pour survivre dans un tel environnement, les gens devront vivre sous un énorme dôme qui ne laissera pas passer les radiations et les météorites. Mais de nombreuses super-terres ont des conditions encore plus extrêmes que cela. Par exemple, il existe une planète où la température de l'air est si élevée que les métaux s'y vaporisent. Il est peu probable que des formes de vie puissent apparaître dans un tel endroit. Mais si les gens devaient y évoluer, notre espèce serait invulnérable. Imagine des créatures recouvertes d'une peau plus solide et plus élastique que n'importe quel matériau sur Terre. Traverser le feu serait pour elles aussi ordinaire que de respirer de l'air. Les habitants de ce monde essaieraient probablement de s'emparer d'autres planètes. La seule chose à laquelle ils ne résisteraient pas seraient les basses températures. Une légère brise chaude leur semblerait être une rafale de vent glacé. Il existe une autre super-Terre semblable à celle-ci. Elle reçoit d'énormes quantités d'énergie de l'étoile la plus proche. À cause de cela, les températures y sont si élevées qu'elles détruisent même les molécules. Dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques ont trouvé une autre super-Terre. Elle fait 2,5 fois la taille de notre planète et est entièrement recouverte d'eau. Il n'y a pas une seule parcelle de terre ferme. La planète est lourde, c'est pourquoi elle est un peu inclinée sur le côté. Lorsque cette super-Terre tourne sur son axe, l'eau coule d'un côté à l'autre. Les tsunamis massifs et destructeurs sont fréquents sur cette planète. Si des gens vivaient là-bas, ils ressembleraient plus à des amphibiens qu'à des humains. Une autre super-Terre se trouve à 6 années-lumière de nous. Sa masse est 3 fois supérieure à celle de notre Terre. La planète met environ 233 jours pour faire le tour de son étoile et cette planète ne reçoit que 2% de l'énergie de l'étoile. La surface de ce monde est un endroit sombre recouvert de glace. L'une des planètes les plus étonnantes qui existent semble assez amicale et potentiellement habitable. Tout comme notre Terre, elle brille d'une lumière bleue. Mais son apparence est trompeuse. Sur cette super Terre, les vents soufflent à 7 fois la vitesse du son. Mais le principal danger, ce sont les pluies de verre. Des milliards d'éclats transforment en poudre tout ce qui se trouve sur leur chemin. Tu es dans une piscine avec plein de gens joyeux quand, soudain, tu vois ce gars fou au loin. Il te voit aussi et commence à te faire signe, les bras ballants. Oh non! Tu aimerais pouvoir disparaître sur le champ. Et puis, sorti de nulle part, tu commences à voir ta peau changer de couleur et de luminosité. Tu te faufiles quelque part pour que personne ne puisse te voir, et voilà! Tu te confonds avec ton environnement et tu t'éclipses sans que personne ne te remarque. Il y a juste un chien qui regarde tes tongs en mouvement et qui aboie dessus. De retour chez toi, tu te regardes longuement dans le miroir. Tu t'observes et tu remarques que ton corps change de couleur instantanément. Une seconde, tu te mélanges à ton armoire en bois brun et la suivante, ta peau reproduit le motif du papier peint derrière toi. Tu paniques une fois de plus en essayant de comprendre ce qui se passe. Et puis tu réalises que tu peux changer la couleur de ta peau à volonté. Tu essaies de te rappeler comment tu as obtenu ce pouvoir, mais tout ce qui te vient à l'esprit est la fois où tu es allé au zoo et où tu t'es tenu à côté de la cage du caméléon. Et ensuite, trou noir. Les caméléons ne changent pas seulement de couleur pour se camoufler face aux menaces, ou dans ton cas, pour échapper à une personne ennuyeuse. Non, ils le font en fait pour réguler leur température corporelle et communiquer avec d'autres caméléons. Malheureusement, la gamme de couleurs n'est pas aussi étendue qu'on le croit. Les caméléons ne peuvent pas se fondre dans leur environnement qu'en ajustant la luminosité, le contraste et la quantité de lumière qui pénètre dans leur corps.
Donc, lorsque tu as disparu dans cette piscine, tu t'es tout simplement fondu dans ce qui t'entourait avec une gamme de couleurs limitée. Les caméléons font leur tour de magie grâce à une couche de cellules spéciales dans leur peau. Toi, tu regardes par la fenêtre et tu t'imagines en super-héros, le caméléon. Ouais, ça sonne bien. En tout cas, une chose est sûre, tu dois retourner au zoo pour trouver des réponses. Tu vas dans la rue et tu regardes autour de toi. Nous sommes en plein milieu d'une journée d'été et la chaleur est torride. Mais tu réalises alors que tu peux ajuster la couleur de ta peau pour rester au frais. Les caméléons ne peuvent pas générer leur propre chaleur corporelle, mais changer la couleur et la luminosité de leur peau peut agir comme un climatiseur interne. Donc quand il fait chaud, tu peux rendre ta peau plus claire et plus pâle pour réfléchir la chaleur. Et s'il fait froid, alors fais le contraire. Tu continues à marcher le long des rues jusqu'à ce que tu tournes dans une ruelle sombre. C'est sale et ça sent mauvais là-bas. Tu regardes tes mains et tu réalises qu'elles semblent plus résistantes qu'avant. Si tu as effectivement la capacité de changer de peau comme un caméléon, alors tu as probablement d'autres trucs de caméléon dans ta manche. Tu t'agrippes à un lampadaire à proximité et tu l'escalades facilement comme un singe. Quand tu atteins le sommet, tu n'es même pas fatigué. Ok, donc tu es doté d'une super prise et d'un contrôle interne de la température. Tu te demandes ce que tu as d'autre. Tu descends et tu te diriges vers le métro en direction du zoo. Tu es sous terre avec des centaines de personnes sur le quai. Tu regardes l'horloge sur le mur et entends le train qui arrive. Soudain, l'image en face de toi se divise et tu réalises qu'un de tes yeux regarde le train tandis que l'autre est toujours sur l'horloge. Heureusement que tu as emporté tes lunettes de soleil, tu les mets rapidement avant que quelqu'un ne panique. Ça pourrait être ton truc de super-héros. Le train s'arrête et tu te faufiles à l'intérieur. Tu t'accroches à la rambarde lorsque le train démarre et tu te fixes à un endroit sans bouger. Quelqu'un te bouscule et tu commences à changer rapidement de couleur. Tout le monde est déconcerté. On dirait une sorte d'écran de veille qui aurait mal tourné. Tu as des traînées de jaune, de rouge et de blanc qui clignotent de la tête aux pieds. Puis elles passent au bleu, au violet et au vert. Enfin, toutes les couleurs se mélangent et créent un effet de palette sympa. Lorsque les caméléons sont menacés ou effrayés, ils arborent des couleurs agressives pour éloigner les prédateurs potentiels. Mais c'est à peu près la seule chose qu'ils soient capables de faire. Les caméléons sont inoffensifs et ne représentent aucune menace pour les humains. Leur morsure est à peine perceptible et ils sont assez lents pour des lézards. Certains animaux, comme les grenouilles venimeuses d'Amérique du Sud, ont des couleurs vives pour montrer qu'ils sont dangereux et qu'ils ne plaisantent pas. Mais les caméléons n'ont pas de venin malgré leur apparence impressionnante. Quand une personne te rentre dedans, tu essaies de reprendre tes couleurs normales, mais tu n'y arrives pas. Tu es dans un train fermé et avec tout le monde qui te regarde, tu es incapable de te calmer. Mais finalement, ça a marché. Dès que le train s'arrête, tout le monde se précipite dehors pour s'éloigner de toi. Ta peau redevient normale et tu sors du métro. Mais tout le monde a déjà pris des vidéos et des photos de toi et les partage sur tous les réseaux sociaux. Tu es maintenant considéré comme un #homme caméléon. Je suppose que cette appellation va te coller à la peau. Tu cours vers un coin sombre pour essayer de te cacher. Tu es essoufflé, mais tu finis par te reprendre. Tu remarques que ta peau devient plus sombre. Tu te fonds dans l'obscurité pour éviter les regards. Tu sors lentement du métro, mais un rat t'écrase le pied. Tu paniques et tes couleurs recommencent à se modifier. Heureusement qu'il n'y a personne dans le coin. Tu sors à l'air libre et tu vois que le zoo n'est qu'à quelques rues de là. Mais tu ne peux pas t'empêcher de remarquer un stand de hot-dog juste au coin de la rue. Tu regardes d'un œil le zoo et de l'autre ses délicieuses spécialités. Tu t'approches du stand et tu regardes fixement le type qui prépare les petits pains. Mais il y a une longue file d'attente. Tu commences à ressentir quelque chose de bizarre dans ta bouche que tu ne peux pas contrôler. Tu te tiens à l'écart, juste à côté d'un arbre, et tu commences à fusionner avec tout ce qui t'entoure. L'arbre marron, les feuilles vertes, la poubelle grise en métal et un panneau stop rouge. Soudain, ta langue se déploie et s'étire si loin que tu attrapes 2 hot dogs et les fais rentrer dans ta bouche. Tes yeux commencent à faire des cercles de façon indépendante. Dès que tu as fini de te gaver de ces hot dogs, tu te caches derrière des buissons et tu deviens vert pour te fondre dans la masse. Tu espères vraiment que personne ne t'a vu cette fois-ci. Revenons à ta mission. Tu cours aussi vite que tu peux en évitant toutes sortes d'obstacles pour découvrir que le zoo a fermé ses portes. Tous les animaux ont été relâchés dans la nature et l'endroit est verrouillé par du ruban jaune, empêchant quiconque d'entrer. Mais tu dois trouver tes réponses. Tu te faufiles à l'intérieur et te diriges vers la cage du caméléon.
Tu mets tes lunettes de détective et tu commences à inspecter. C'est beaucoup plus facile de repérer les détails quand tes yeux bougent indépendamment. Finalement, tu vois quelque chose qui attire ton attention. Mais soudain, une lumière vive te frappe et tu changes rapidement de couleur. L'agent de sécurité te repère et te poursuit en criant. Un autre garde le rejoint depuis un autre couloir. Ils sont à ta poursuite. Tu essaies de trouver un endroit pour t'échapper, mais ils ont bloqué le chemin d'où tu viens. Tu atteins un cul-de-sac. Les 2 gardes de sécurité sont juste derrière toi et se rapprochent rapidement. Tu te fonds dans l'environnement sombre et deviens presque invisible. Tu regardes autour de toi pour trouver une sortie. Tu es peut-être invisible dans le noir, mais une lampe de poche te repérerait sûrement. Un de tes yeux voit une petite trappe dans le plafond. Avec ta poigne puissante, tu t'y accroches et tu te hisses jusqu'au minuscule vide sanitaire. Et avant même de t'en rendre compte, tu rampes dans un conduit d'aération avec une extrême facilité. Tu parviens à échapper aux gardes de sécurité, mais on dirait que d'autres ont été déployés et rôdent dans les environs. À travers un petit trou, tu vois une bande de gardes high-tech et un groupe de scientifiques qui se promènent en combinaison de protection. L'un d'entre eux porte un conteneur et tu vois à l'intérieur un caméléon. C'est la nuit et tu t'échappes vers la ville sans que personne ne te suive. Mais les gardes de sécurité ont vu ton visage. Tu es maintenant une personne recherchée. Tu te caches dans une autre ruelle pour reprendre ton souffle et donner un sens à tout ça. Soudain, quelqu'un t'attrape le bras et te tire à l'intérieur d'un bâtiment. Tu regardes autour de toi et tu vois une pièce spacieuse avec des dizaines de personnes dotées d'étranges pouvoirs semblables à ceux des animaux. L'une d'entre elles court dans la pièce aussi vite qu'un guépard. Un autre saute partout et se suspend aux poutres du plafond comme un singe. Tu te dis que tu as peut-être trouvé les réponses que tu cherchais. Tu déboucles ta ceinture de sécurité et tu te lèves, te dégourdissant les jambes pendant un long vol. Tu te diriges vers les toilettes et songes à te rafraîchir. Soudain, tu es projeté dans les airs. Les bagages volent autour de toi. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es à 9000 mètres au-dessus du sol et tu pressens un atterrissage en catastrophe. Avant que tu n'aies le temps de réfléchir, tout devient noir. Début 2001, un énorme Boeing 747, transportant plus de 400 personnes, a décollé de l'aéroport international de Tokyo à Haneda. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude de 12 000 mètres et sa vitesse de croisière. Le service du repas était en cours et des passagers étaient debout, comme pour tout autre voyage. Un peu plus tôt dans la journée, un vol de la compagnie aérienne japonaise entre Busan, en Corée du Sud, et Tokyo, au Japon, avait commencé de la même façon. L'avion était plus petit, avec environ 250 personnes à bord. Il avait commencé à se stabiliser à environ 11 000 mètres. Ces 2 avions étaient sur une trajectoire de vol similaire, à seulement 600 mètres de distance, et devaient se croiser au-dessus de l'île japonaise de Honshu. Ils étaient tous les 2 proches de cette intersection lorsque le pilote du Boeing 747 a remarqué que son indicateur anti-collision s'était déclenché. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose clochait. L'un des aspects cruciaux des voyages aériens modernes est la coordination du contrôle du trafic aérien. Chaque vol est surveillé et les pilotes sont informés si quelque chose ne va pas. Tout l'intérêt du contrôle du trafic aérien est d'organiser les vols pour rendre les collisions impossibles. Chaque avion moderne est construit avec des moniteurs de collision, mais ils ne sont jamais censés être utilisés. Tandis que les indicateurs anti-collision clignotaient, le stagiaire de 26 ans, Hideki Ashitani, était assis derrière les radars de la tour de contrôle, surveillant les 2 vols. Le stress de devoir superviser plus de 10 avions l'accablait. Ce n'était pas surprenant étant donné qu'il n'était même pas certifié pour opérer seul, sans supervision. Lorsqu'il a remarqué la collision potentielle, il s'est précipité pour éviter une catastrophe. Il a rapidement contacté le vol de Busan qui volait à 11 000 mètres et leur a dit de descendre plus bas, en essayant de créer un plus grand écart entre les avions. Mais dans sa précipitation, Ashitani a fait une terrible erreur. Il a contacté le mauvais avion. Au lieu de dire au Boeing 747 de réduire son altitude, le pilote de l'autre avion a suivi ses instructions et est descendu de 12 000 mètres à 11 000 mètres, soit exactement la même hauteur que le 747. Les 2 avions filaient l'un vers l'autre à 800 km/h, sur une trajectoire de collision. Ashitani commençait à paniquer. Lorsqu'il a remarqué que le vol en provenance de Busan n'était pas descendu, il lui a rapidement ordonné de tourner à droite. Le pilote n'avait bien sûr pas suivi les instructions données car elles avaient été envoyées au mauvais avion.
Pour une raison inconnue, l'instruction de tourner à droite n'est parvenue à personne cette fois-ci. Les communications du contrôle aérien étaient défaillantes et les pilotes n'avaient aucune idée de l'ampleur du danger qu'ils couraient. En voyant Ashitani paniquer derrière le panneau de contrôle, sa superviseuse s'est précipitée à son poste et a pris le contrôle de la situation. Elle a contacté le vol de Busan et lui a ordonné de monter. Mais étonnamment, elle a donné cet ordre à un vol qui n'était même pas en service ce jour-là. Les deux vols l'ont ignoré car ils ne savaient pas que le message leur était destiné. Le pilote du Boeing était au moins conscient qu'il y avait un autre avion à proximité. Mais sa confiance dans le contrôle du trafic aérien le réconfortait. Si quelque chose ne tournait pas rond, quelqu'un lui aurait sûrement envoyé des instructions. À ce stade, le crash commençait à sembler inévitable. Pour les passagers des vols, cependant, tout semblait normal. Ils étaient peut-être en train de manger un encas, de se dégourdir les jambes ou de faire la queue pour aller aux toilettes, ignorant complètement qu'ils étaient en train de foncer sur un autre avion. Heureusement pour les plus de 600 personnes impliquées, le pilote était bien entraîné et confiant dans une situation qui aurait figé la plupart de ses pairs. À travers son pare-brise, il a vu quelque chose qu'aucun pilote ne devrait jamais voir. Un autre avion se dirigeant directement vers lui. Grâce à un sang-froid et une réactivité remarquables, le pilote du Boeing a saisi la manette et l'a inclinée aussi bas qu'il le pouvait pendant les secondes dont il disposait avant la collision. Le Boeing est passé directement sous l'autre avion. Imagine que tu es un pilote et que tu vois le sol devant toi au lieu du ciel. Ils s'en sont tous les deux sortis intacts. Cet homme a sauvé la vie de plus de 600 personnes. Cela ne veut pas dire que tout le monde s'en est sorti sans une égratignure. Les passagers n'étaient absolument pas au courant de l'incident, si bien que peu d'entre eux étaient attachés. Ils étaient totalement impuissants, car le changement de direction les a projetés contre l'intérieur de l'avion. Avec le mouvement soudain de l'avion, beaucoup ont heurté le toit avec la force d'un accident de voiture. Tous les objets et personnes non sécurisées ont été projetés dans les airs. Certains ont même eu l'impression que l'avion venait de toucher le sol. Par miracle, seuls 7 passagers et 2 membres d'équipage ont été gravement blessés, et les autres n'ont subi que des blessures mineures. Le pilote a fait demi-tour vers Tokyo pour permettre à tous les blessés d'être soignés. Grâce à la réaction rapide des équipes médicales et à l'incroyable réactivité dont a fait preuve le pilote, tous les passagers du vol ont survécu. Chaque fois que tu voyages en avion, tu t'engages à traverser le ciel à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h dans une coque métallique fragile. Tu es entouré d'énormes moteurs dangereux, à 10 ou 11 km au-dessus du sol. Il n'y aurait sûrement aucun moyen de survivre si l'avion lui-même commençait à tomber en panne, n'est-ce pas? L'amérissage de la baie d'Hudson montre que des pilotes compétents peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 devait se rendre de New York à la Caroline du Nord. Le pilote, Chesley Sullenberger, était un ancien pilote de planeur qui s'était reconverti dans les vols commerciaux dans les années 80. Le ciel était dégagé et les conditions étaient favorables. C'était un vol typique pour les 155 passagers à bord, jusqu'à ce que le pire se produise après seulement 1 minute et demie de vol. Alors que l'avion montait à 900 mètres, ils ont percuté une nuée de bernaches du Canada. Elles ont frappé tout l'avion, mais surtout, certaines se sont coincées dans les 2 moteurs. Lorsque Sullenberger a réalisé que les moteurs étaient en panne, il a contacté le contrôle aérien. Il lui a ordonné de se poser à l'aéroport le plus proche, mais il a réalisé que c'était impossible. Avec des moteurs défaillants et aucune piste dégagée pour atterrir, il a dû prendre le contrôle de la situation pour sauver la vie de toutes les personnes à bord. Sans le contrôle total de son avion, il n'était pas en mesure de fonctionner à l'altitude normale. Il a volé si bas qu'il est passé juste au-dessus du pont George Washington, à seulement 270 mètres. Les gens présents sur le pont à ce moment ont été terrifiés de voir l'avion si près, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation à bord. Alors que l'avion volait à 225 km/h, Sullenberger a vu le fleuve Hudson devant lui et n'a pas eu d'autre choix que d'y amérir. Dans la tour de contrôle, tout le monde a été choqué d'entendre ce qu'il comptait faire, mais il n'y avait pas d'autre option. Atterrir sur une piste est une chose, mais les pilotes commerciaux ne sont pas formés pour amérir sur un fleuve. Sullenberger a dû faire le vide dans sa tête et planifier l'amérissage tout en perdant de l'altitude. Il s'est assuré de laisser la queue toucher l'eau avant le nez. Amérir avec le nez en premier aurait compromis davantage les moteurs et causé encore plus de dégâts.
Étonnamment, l'avion a touché l'eau sans se briser. Sa vitesse a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme lent et irrégulier sur la surface de l'eau. De loin, les gens auraient pu croire que ce n'était qu'un bateau qui se déplaçait lentement. Mais les passagers n'étaient pas encore tirés d'affaire. Le stress de l'amérissage avait provoqué l'ouverture d'une des portes à l'arrière de l'avion et avait endommagé le fuselage. Il a rapidement pris l'eau et les passagers se sont précipités vers les toboggans gonflables pour être évacués. Un ferry est arrivé à une vitesse impressionnante pour aller chercher les passagers en détresse, qui ont attendu sur les ailes et les toboggans gonflables. Tous ont été légèrement blessés par la collision avec l'eau, mais tous ont survécu. Le capitaine Sullenberger est entré dans l'histoire comme l'un des pilotes les plus remarquables de tous les temps, ayant sauvé tant de personnes d'une situation apparemment sans espoir. Un film a même été réalisé sur son héroïsme. Tu te sens un peu étourdi, suspendu dans les airs à 10 étages au-dessus du sol. Les seules choses qui t'empêchent de tomber sont l'une de tes mains et tes pieds nus. Il y a une foule rassemblée juste en bas, très loin. Les gens qui semblent aussi minuscules que des fourmis n'arrêtent pas de crier et de te montrer du doigt. Toi et ton précieux chargement. La vieille dame que tu portes semble frêle et terrifiée. Et pourtant, ses mains sont fortement agrippées au chat qu'elle serre contre sa poitrine. Un incendie fait rage au-dessus de vos têtes et les flammes jaillissent des fenêtres. La fumée te brûle encore la gorge. Tout a commencé il y a 3 semaines. Tu regardais un match de foot et ton équipe était en train de perdre. Au bout d'un moment, tu n'en pouvais plus, tu t'es levé du canapé et tu as commencé à faire les 100 pas devant la télé. À un moment, tu étais tellement agité que tu as frappé dans le mur avec ta main ouverte et tu es resté bloqué. Ta première pensée n'était pas très cohérente. C'est quoi ce truc collant sur le mur ? Doigt par doigt, tu as décollé ta main, puis tu as examiné le mur. Quelques minutes plus tard, tu as enfin compris. Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Mais pas avec le mur, avec tes mains. Après quelques expériences, tu t'es rendu compte qu'elles adhéraient à toutes les surfaces. Tu as essayé le sol, les vitres, les murs, les objets. Tu as même réussi à t'accrocher au plafond. Cette dernière idée n'était d'ailleurs pas si géniale. Pendant près de 10 minutes, tu es resté suspendu à côté du ventilateur, ne sachant pas comment redescendre. Une fois libéré, tu t'es assis sur le canapé et tu as commencé à réfléchir. Quels animaux peuvent grimper sur des surfaces verticales et même se tenir à l'envers ? Les escargots et les limaces ? Mais ils produisent un mucus gluant qui les aide à se déplacer. Tu regardes tes paumes, pas de substance gluante. Ok, c'est quoi la suite de la liste ? Les araignées ? Tu as recherché sur Google et tu as découvert le secret de leur super adhésion. C'est grâce aux minuscules poils au bout de leurs pattes. Ils créent d'innombrables points de contact entre l'araignée et la surface sur laquelle elle se trouve. Ton regard s'est alors posé de nouveau sur tes mains. Sont-elles poilues ? On ne dirait pas. Tu t'es alors souvenu avoir lu que plus un animal est grand et lourd, plus ses poils sont petits. Par exemple, un poil de scarabée représente environ 1/10 de sa taille. Mais celui d'un gecko ne représente plus qu'1/50 de sa taille. Se pourrait-il alors que tes mains soient couvertes de minuscules poils, mais que tes yeux ne les distinguent pas ? Tu as alors pensé à autre chose et tu as voulu voir jusqu'où allait ton nouveau pouvoir. Pouvais-tu par exemple vraiment marcher sur le plafond ? Au cours d'une nouvelle série d'expériences, tu as découvert que la plante de tes pieds était comme les paumes de tes mains. Tu as commencé à avoir des vertiges après 3 minutes de suspension la tête à l'envers. Tu n'arrivais pas à te décoller et tu devais faire attention à ne pas te cogner contre le ventilateur du plafond. Et malheureusement, tu n'arrivais pas à voler d'un mur à l'autre comme le font certains super-héros. Aïe, cette expérience fut douloureuse. Après avoir joué pendant quelques heures et ignoré 7 appels de ton patron, probablement très en colère, tu as décidé de sortir. Ton appartement est au 4e étage. Pas trop haut, mais rien de très enviable si tes nouveaux pouvoirs cessaient soudainement de fonctionner. Tu as bu un peu de jus d'orange pour te donner du courage et tu as ouvert la fenêtre. Les voitures qui circulaient en bas semblaient d'un coup beaucoup plus petites qu'avant. Bizarre, non ? Tu as respiré et tu as fait un pas en avant. Ouf, au moins tu n'étais pas en train de tomber en chute libre. En fait, tu étais fermement collé au mur à côté de ta fenêtre. Il était temps de bouger. Tu avais presque atteint le 2e étage quand tu as décidé de faire une pause. C'est alors que tu as remarqué un visage pâle avec la bouche grande ouverte et une étrange émotion dans le regard, ressemblant à de la terreur. C'était ton voisin du dessous, mais tu ne pouvais pas lui dire qu'il n'avait rien à craindre, il ne t'entendait pas et semblait plus occupé à attraper son téléphone. Allait-il appeler la police ?
Effectivement, quelques minutes plus tard, tu entendais les sirènes et en un rien de temps, plusieurs personnes tentaient de te calmer en criant « Les secours arrivent, tenez bon !» comme si quelque chose de terrible pouvait arriver depuis le 2e étage. Mais pourtant, cette situation est vite devenue trop lourde pour toi. Tu étais tellement stressé qu'au lieu de descendre, tu t'es mis à remonter vers ton appartement. Tout est alors redevenu silencieux. Tu t'es réfugié dans ta salle de bain et tu as bu un autre jus d'orange. Une demi-heure plus tard, tu t'es rapproché de la fenêtre et la rue semblait enfin s'être vidée. Les jours suivants, tu es resté chez toi, sentant que ton voisin faisait tout pour t'éviter. Et après avoir accepté cette triste vérité, tu as dû retourner au travail. En arrivant au bureau, ton patron était furieux et tu as passé une bonne demi-heure à te disputer avec lui, puis tu étais libre d'aller rattraper tout ton travail en retard. À la fin de ta journée de travail, tu avais l'impression qu'un diplodocus t'avait mâché puis recraché. Mais la seule issue était bloquée par ton chef, qui parlait à l'un de tes collègues. Et il ne semblait pas prêt de terminer cette discussion. Mais hey, tu avais de super pouvoirs après tout. Autant en profiter pour filer en douce. Tu as alors ouvert la fenêtre et tu t'es glissé à l'extérieur. Tu étais déjà bien plus habile. Au cours des semaines suivantes, tu as découvert de plus en plus d'applications de cette super capacité. Par exemple, tu pouvais changer les ampoules sans monter sur une chaise. Tu devais juste le faire en moins de 3 minutes avant d'avoir le vertige. Tu as gravi la montagne, chose dont tu rêvais depuis toujours. Un soir, tu as même essayé d'escalader un gratte-ciel, mais tu t'es fatigué avant d'atteindre le sommet. Tu as sauvé d'innombrables chats coincés sur les toits et dans les arbres. Et tu as même vécu une histoire criminelle. Un soir, une bande d'agresseurs t'a encerclé. Ils voulaient te prendre ton argent et ton téléphone, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu escalades ce mur lisse et vertical. Cela leur a donné une peur bleue. Et puis cet incendie est arrivé. Tu te rendais au travail quand tu as vu des flammes jaillir d'un appartement situé au 10e étage. Une foule s'était déjà rassemblée en bas de l'immeuble, tu les as rejoints et quelqu'un a dit qu'une vieille dame vivait dans cet appartement avec son chat. Tu as alors compris que le moment était venu pour utiliser tes capacités. Tu as retiré tes chaussures et as commencé à escalader la façade de l'immeuble sous les cris et les acclamations. Après avoir atteint la fenêtre, tu l'as brisée et t'es prudemment glissé à l'intérieur. Ce jour-là, la chance était de ton côté. D'une part, la femme était toute petite, donc ça allait être facile de la porter. Mais encore mieux, son chat était avec elle dans la pièce. La vieille dame ne t'a pas demandé plus d'explications, elle a pris son chat, tu les as attrapés, et l'instant d'après, vous voilà là, dehors. Une fois au sol, la dame est prise en charge par les médecins, et toi, tu te retrouves entouré de journalistes. Une avalanche de questions et de flashs s'abat sur toi. Beaucoup de gens ont filmé ton acte héroïque. Il ne faut donc pas longtemps pour que tu deviennes une superstar. Au début, tu te sens intimidé, mais rapidement, tu réalises que ce genre de popularité peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu es invité à de nombreuses émissions de télévision. Des tas de marques veulent que tu fasses de la pub pour elles, des illusionnistes te demandent de participer à leur spectacle. Tu deviens célèbre dans le monde entier. Ton visage apparaît partout, tu gagnes assez d'argent pour voyager en jet et séjourner dans les hôtels les plus luxueux. Mais un an après avoir découvert tes pouvoirs, tu lis un article de presse. Une autre personne a acquis la même capacité. Et chaque semaine, de plus en plus de personnes découvrent qu'elles peuvent elles aussi marcher sur les murs. Dans quelques années, cette capacité ne sera plus considérée comme exceptionnelle. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est accepter le fait que tu n'es plus unique. Mais tu vérifies ton compte en banque et tu souris, heureux de savoir que c'était toi le premier. Bonjour et bienvenue au combat du siècle. Aujourd'hui sur le ring, on retrouve le Tyrannosaurus Rex, le roi de tous les dinosaures qui a vécu sur Terre il y a environ 70 millions d'années. Le T-Rex était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir jamais existé. Même son nom Rex signifie roi. Et une salve d'applaudissements pour son adversaire, le Spinosaurus, un dinosaure géant ressemblant à un lézard plus vieux de 20 millions d'années que le T-Rex. Il est reconnaissable à la crête qui se trouve sur son dos. Grâce à elle, le Spinosaurus pouvait effrayer les prédateurs et paraître plus grand qu'il ne l'était en réalité. Et avec cette crête et cette queue, c'était l'un des rares dinosaures qui pouvaient nager. Nous aurons 5 rounds plus un round bonus. Les challengers remporteront 1 point pour chaque round. Et ensuite, ils monteront sur le ring pour un combat final. Le premier round est celui de la taille. Le plus grand des T-Rex était Scotty. Ses jambes seules étaient plus hautes qu'un panier de basket. Et si le T-Rex redressait son dos, il était plus grand qu'un immeuble de 4 étages ou que le plus haut plongeoir des Jeux Olympiques. C'est la taille de presque 7 adultes. Ses pieds laissaient des empreintes sur le sol de la taille d'un gros chien.
Et bien que ses membres antérieurs n'aient mesuré que 1,5 m de long, le T-Rex restait le dinosaure le plus dangereux de son temps. Le Spinosaurus marchait et courait en se penchant vers le sol. Il était plus long qu'un bus scolaire. Son crâne était l'un des plus grands de tous les dinosaures ayant existé et ressemblait au crâne d'un crocodile moderne. Il mesurait jusqu'à 1,5 m de long. Le Spinosaurus avait une crête sur son dos de la taille d'un humain adulte. Ses pattes arrière étaient beaucoup plus petites que celles du T-Rex et ne représentaient que 25% de la longueur du corps entier du Spinosaurus. Sa queue était allongée et plus massive que celle du T-Rex à cause de sa démarche inclinée. La longue queue à l'arrière servait à équilibrer ce corps lourd à l'avant. Le Spinosaurus était donc plus grand que le T-Rex et le premier point lui revient 1-0. Passons à la catégorie suivante, le poids. Si on mettait le T-Rex sur une balance, il faudrait au moins 4 gros SUV pour l'équilibrer, soit 14 tonnes. L'animal terrestre le plus lourd aujourd'hui est l'éléphant d'Afrique, mais il ne pèse que la moitié du poids de l'ancien dinosaure. Le poids du T-Rex aurait pu être encore plus important, mais ses os étaient creux pour qu'il puisse rester rapide et agile. Sinon, il aurait été presque 2 fois plus lourd et beaucoup plus lent. Lorsque le Spinosaurus courait après sa proie, il provoquait un mini tremblement de terre. Son poids était équivalent à un SUV de plus que celui du T-Rex, soit environ 18 tonnes. Et tout comme le T-Rex, le Spinosaurus avait des os creux, mais il était quand même plus lourd qu'un gros hélicoptère cargo. Donc à l'issue de ce round, le Spinosaurus gagne encore et le score est maintenant de 2-0. Le prochain round est celui de l'agilité. La vitesse maximale du Spinosaurus était d'environ 33 km/h. En général, les chiens d'aujourd'hui peuvent courir à cette vitesse. L'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, peut atteindre une vitesse de 43 km/h. Le Spinosaurus pourrait donc le rattraper sur une longue distance, mais il était aussi l'un des rares dinosaures à savoir nager. Cela lui donnait la possibilité de manger des poissons ainsi que les ancêtres des raies modernes. Et si le Spinosaurus était acculé par d'autres prédateurs, il pouvait toujours s'échapper et se cacher dans l'eau. Quant au T-Rex, il ne pouvait marcher dans l'eau qu'aussi profondément que ses pattes le permettaient. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur la vitesse à laquelle le T-Rex pouvait courir. Certains disent que sa vitesse était de 17 km/h. Dans ce cas, Usain Bolt aurait facilement pu lui échapper en courant. Une autre estimation est de 72 km/h. À cette vitesse, le T-Rex aurait pu aller de New York à Philadelphie en 2 heures environ, soit aussi rapidement qu'une voiture moderne. Si tu croisais un T-Rex dans une Jeep de safari, il y a de fortes chances que tu n'y échappes pas. De plus, le T-Rex était très agile. Il utilisait sa queue pour garder son équilibre et en tournant sa queue, il pouvait changer de direction très rapidement. Pour cette vitesse et cette agilité, le T-Rex obtient son premier point théorique 2-1 en faveur du Spinosaurus. Et nous passons au round suivant, la stratégie. La stratégie du Spinosaurus est difficile à déterminer en raison de la variété de son alimentation qui ressemblait un peu à celle des grizzlies. Le Spinosaurus se nourrissait principalement de poissons et il obtenait sa nourriture en attrapant des petits poissons, des raies et d'autres animaux marins. Les scientifiques affirment que le Spinosaurus était très intelligent, car il mangeait souvent des choses qu'il était incapable d'obtenir par lui-même. Ce dinosaure attendait que des prédateurs plus gros aient fini leur repas et se régalait de leur reste, un peu comme nous le dimanche soir. L'outil principal du tyrannosaure était sa mâchoire. Elle avait la puissance de la morsure d'un crocodile. Cela signifie qu'elle pouvait facilement briser même de très gros os. Et même assis dans une voiture, tu n'aurais pas été en sécurité. La force de sa morsure était suffisante pour tordre le métal. La deuxième technique du T-Rex était celle du bélier. Imagine un gros camion qui te fonce dessus à grande vitesse. Un tel bélier pouvait démolir même un mur de briques. En plus de cela, il avait des membres puissants et une queue agile. Il les utilisait pour faire tomber ses adversaires et les maintenir immobiles au sol. Ainsi, le T-Rex était un combattant plus violent et plus complet. Il obtient 1 point pour cela et le score est à égalité 2-2. Et maintenant, c'est l'heure du round bonus, le choix du public. Pendant ce temps, les dinosaures font une petite pause. Le T-Rex est une véritable star de la pop culture. Tu l'as peut-être déjà vu dans des films, des jeux et dernièrement des mèmes. Un jour, le visage du T-Rex s'est même retrouvé sur des timbres-poste. Et le fossile le plus célèbre du monde est bien sûr le squelette de T-Rex du Musée américain d'histoire naturelle. Mais une telle popularité a entraîné de nombreux mythes à son sujet. En réalité, le T-Rex pouvait très bien distinguer des objets, même immobiles. Tu n'aurais pas pu lui échapper en restant sans bouger. De plus, sa vue était 13 fois meilleure que celle d'un humain, et son odorat était excellent. Il pouvait te suivre à la trace comme un chien de chasse.
Contrairement au T-Rex, le Spinosaurus n'est une star ni de cinéma ni de musée. Aujourd'hui, il n'y a pas de squelette complet appartenant à ce dinosaure. Les scientifiques sont à la recherche de fossiles du Spinosaurus. Donc, dans un avenir proche, nous découvrirons probablement à quel point cette créature était épique. Le round bonus ne compte pas pour le score, donc nous sommes toujours à égalité 2-2. Le dernier round sera décisif, les outils de combat. Le Spinosaurus utilisait ses dents pour obtenir de la nourriture. Elles étaient légèrement plus grandes que ton doigt et aussi pointues qu'une aiguille. Et il en avait 7 à l'extrémité de sa mâchoire, mais elles étaient trop courtes pour faire des dégâts aux grands dinosaures. Le reste des dents était profondément enfoncé dans la mâchoire et servait à mâcher. Les autres dinosaures craignaient les griffes du Spinosaurus. L'un de ses pouces pouvait être aussi long que la distance entre le bout de tes doigts et ton coude. Et ce pouce se terminait par une griffe pointue en forme de crochet. Ces griffes pouvaient laisser une grande marque sur la peau des dinosaures, même les plus grands. Maintenant, regardons les outils de combat de l'adversaire du Spinosaurus. Nous connaissons la force de la morsure du T-Rex, mais elle aurait pu être encore plus grande si ses dents en forme de cône avaient été plus fortes. Elles étaient de la taille d'une grande banane. Cela les rendait extrêmement pointues aux extrémités, mais leur émail était plutôt fin. Les griffes étaient un autre outil. Elles étaient tranchantes comme des rasoirs et aussi grandes qu'une télécommande de télévision. Et sa queue était si massive qu'elle pouvait renverser même un très grand dinosaure. Il est temps de laisser nos combattants remonter sur le ring. Pendant la pause, le T-Rex a poursuivi un petit dinosaure et a couru jusqu'à la côte. Le Spinosaurus pataugeait dans l'eau à la recherche d'un encas. Le T-Rex se précipite en premier. Il atteint sa vitesse maximale et essaie d'utiliser sa capacité de bélier. Mais le Spinosaurus parvient à sauter sur le côté. Agile, le T-Rex se retourne rapidement et fait tomber le Spinosaurus avec sa queue. Puis il essaie de l'écraser avec son pied. Mais le Spinosaurus commence à balancer ses membres autour de lui et griffe le T-Rex. Cela lui donne le temps de se remettre sur ses pieds. Mais la seconde suivante, le T-Rex le mord et il mord très fort. Le Spinosaurus décide de se retirer vers l'eau. Le T-Rex le poursuit jusqu'à ce qu'il soit dans l'eau jusqu'au cou. Il ne peut pas le poursuivre plus longtemps car il ne sait pas très bien nager. Le Spinosaurus ne veut pas continuer le combat et s'éloigne à la nage vers un endroit plus sûr. Et le T-Rex gagne ce combat et remporte le titre de champion de tous les dinosaures terrestres. Tu essaies de te faufiler dans les labyrinthes sombres des anciennes pyramides à la recherche de l'immortalité. Tu ouvres le verrou de la porte et tu entends un bruit très fort. Tout ce qui t'entoure se met à trembler et tu vois une énorme porte s'ouvrir. La pièce est remplie d'or et de parchemins anciens. Un grand bol doré tombe à tes pieds. Mais tu le repousses du pied et tu avances car tu es venu ici dans un autre but. Tout à coup, tu entends des bruits de pas. Tu te planques rapidement derrière un pilier et tu vois un homme surgir des profondeurs de la pièce. Tu as peur car le vieil homme ressemble à une momie vivante. Sa peau est sèche et étirée sur son squelette. Il traîne ses longs cheveux derrière lui comme la traîne d'une robe. Et il est en train de sourire. L'homme t'invite à t'asseoir à côté de lui. Il s'avère que ce vieil homme est le dernier survivant d'une ancienne civilisation qui voulait découvrir le secret de l'immortalité. Et ils ont réussi. Il y a environ 3000 ans, cette tribu a tenu son rituel. Ils ont dansé autour d'un feu et d'un énorme chaudron. Ils ont provoqué une grande tempête avec leur danse. Et une seconde plus tard, un énorme éclair a frappé le chaudron. Il y a eu une colonne de lumière bleue pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, la tribu entière a continué à danser et à chanter. Quand l'orage est passé, le chef de la tribu s'est approché du chaudron. Il ne restait que quelques gouttes. Il les a versées dans une fiole et a bu. La seconde suivante, son corps s'est mis à rayonner et il s'est senti plus fort que jamais. C'était l'élixir d'immortalité. Cet homme a récemment célébré son 3000e anniversaire. Il avait reçu toutes les connaissances disponibles pour un homme de son temps. Il a erré dans le monde et a enseigné à d'autres personnes. Mais ensuite, il a étrangement décidé de s'enfermer dans une pyramide et de vivre seul pour l'éternité. Pour récompenser ton intelligence et ta dextérité, le vieil homme te donne cette même fiole d'élixir. Tu en bois quelques gouttes et tu sens une sensation de brûlure se répandre dans tout ton corps. Tes mains deviennent terriblement puissantes. Le feu s'apaise et à partir de ce moment, tu es immortel. Il y a cependant une condition. Tu vivras éternellement, mais ton corps vieillira à l'infini. Un jour, tu deviendras un vieil homme tout rabougri. Tu rentres chez toi et des centaines de journalistes t'attendent à ta descente d'avion. Caméra qui flash, microphone. Ça y est, tu es une vraie célébrité. Et tu dois décider comment passer ton temps infini sur Terre. Et pendant que ton corps est jeune,
tu décides de faire tout ce dont tu avais peur avant. Tu passes les 20 années suivantes de ta vie à voyager à travers le monde. Tu as été jusqu'à l'Everest, la plus haute montagne du monde, et tu es descendu dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre. Tu as fait du surf à Hawaï et du ski dans les Alpes. Tu as même atteint le pôle Nord en chien de traîneau. Enfin, tu as visité la Station spatiale internationale en tant que touriste. Tu n'as peur de rien, car tu sais que tu vivras éternellement. Maintenant, tu parais 40 ans. Et quand tu vas en boîte pour danser jusqu'au matin, tout le monde te regarde avec étonnement. Mais tu te sens si jeune! Alors il est temps d'avoir de nouveaux hobbies. Le breakdance, pourquoi pas? Oh, voici pourquoi. Tu fais un mouvement stupéfiant et tes os craquent comme ceux d'un vieil homme. C'est parce que tu as 50 ans maintenant. Le moment est venu de changer de carrière et tu décides que tu dois acquérir toutes les connaissances dont dispose l'humanité. Il te faut 10 ans pour obtenir une formation dans les meilleures universités du monde. Tu comprends comment fonctionne le mécanisme de notre civilisation et tu le gères. Et maintenant, en plus de l'immortalité, tu as une fortune colossale. Mais tu te regardes dans le miroir et tu ne te sens pas heureux. Tu commences à vieillir, tes cheveux ne sont plus aussi soyeux qu'avant et il y a des rides partout sur ton visage. Mais 60 ans, ce n'est rien comparé à l'infini qu'il te reste à vivre. Alors maintenant, ton objectif est de trouver un moyen de prolonger la jeunesse de ton corps. Pour ce faire, tu sors ton microscope et tu commences à étudier le processus de vieillissement. Notre corps est comme un énorme puzzle composé de grands blocs. Ces blocs sont les organes. Ils sont constitués de blocs plus petits qui sont des tissus. Ils se regroupent pour former un organe fonctionnel. Tous les tissus sont constitués de blocs beaucoup plus petits, les cellules. Lorsque nous sommes jeunes, nos cellules sont petites et actives. Elles se multiplient et se renouvellent sans cesse. Cela permet à nos tissus et à nos organes de rester comme neufs. Mais en vieillissant, les cellules perdent cette capacité. Elles se multiplient moins activement, augmentent en taille et ont un mauvais rendement. Et comme les vieilles pièces d'une voiture, elles commencent à mal fonctionner et à tomber en panne. Et le voyant moteur s'allume. Tu travailles donc en laboratoire pour créer une potion qui permettra à tes cellules de continuer à se diviser et à fonctionner. Tu as passé 10 ans de plus de ta vie à faire ça. Maintenant, tu as l'air très vieux, mais le résultat de tes 10 années de travail est un échec. Comme d'autres scientifiques, tu as conclu que tes cellules perdaient la capacité de se régénérer passé un certain âge. Elles ne peuvent plus compenser les dommages que divers facteurs nous font subir. C'est pour cette raison que le chef de l'ancienne tribu, âgé de 3000 ans, a décidé de se cacher dans la pyramide. Il s'est isolé de tout dommage extérieur afin que son corps ne soit pas exposé à un quelconque danger. S'enfermer dans un endroit sûr semble être la seule solution. L'air de la pyramide ne contenait aucune bactérie nocive, mais il était si sec qu'il a transformé le corps du vieil homme en une véritable momie. Tu as suffisamment d'argent pour construire une serre assez luxueuse. L'intérieur de ton manoir est donc tapissé de feuilles de plastique hermétiques pour te protéger des bactéries. Chaque meuble de l'intérieur est maintenant emballé dans son propre film. Il faut que tu portes une combinaison spatiale étanche sur Terre avec un réservoir d'air purifié. Et surtout, plusieurs hélicoptères font descendre un dôme de verre sur ta maison. Maintenant, cet aquarium est ta maison pour toujours. Littéralement, pour toujours. Tous tes invités et employés dans la maison doivent également porter des combinaisons hermétiques pour ne pas t'infecter avec quoi que ce soit. Oh, c'est l'heure du dîner. Quelques tubes de nourriture, ça a l'air décevant. Le problème avec la nourriture, c'est qu'elle contient des bactéries et des germes. Habituellement, notre corps les combat facilement et nous savourons un hamburger sans penser aux éventuels inconvénients. Mais ton corps pourrait ne pas être capable de le supporter. Donc à partir de maintenant, tu ne peux manger que des aliments spécialement traités. Quelques décennies plus tard, tu ne mangeras que des solutions nutritionnelles pour garder ton estomac hors de danger. Mais tu peux quand même sortir te promener. Pour cela, tu as besoin d'une bulle hermétique avec une roue, comme celle avec lesquelles jouent les hamsters. Tu peux te promener dans les rues et admirer ta ville natale, qui commence progressivement à ressembler à un film futuriste. Des enseignes néons, des voitures volantes, des hologrammes et des robots partout. C'est ton 200e anniversaire. Et le cadeau que tu t'offres est un véhicule volant spécial dans lequel tu peux faire le tour du monde en toute sécurité, sans toucher rien ni personne. Toute cette technologie te fait te sentir jeune à nouveau, mais ton visage est triste. C'est à cause de ton cerveau, il vieillit comme le reste de ton corps. Et notre cerveau, comme un ordinateur, a une limite de mémoire. Toute ta vie active, tout ton surf et tout ton parachutisme sont enregistrés sur cet ordinateur sous forme de fichiers vidéo. Il y a trop de ces fichiers à présent, si bien que lorsque tu enregistres un nouvel événement dans ton cerveau, il supprime de ta mémoire quelque chose d'ancien et d'inutile. Par exemple, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze. Tout naturellement, tu veux étendre ta mémoire. Tu peux insérer une clé USB supplémentaire dans ton cerveau.
Cela résout le problème pour les prochaines décennies. Mais ton corps continue de vieillir. En l'an 2300, tu lis des informations sur une percée scientifique. Ils ont créé un ordinateur sur lequel tu peux transférer ta conscience. Et maintenant, cet ordinateur est dans ta maison, mais tu as peur. Notre identité est constituée de nos souvenirs et de nos pensées. Mais si tu les transfères dans un ordinateur, seras-tu toujours toi-même ? Ou ne sera-t-il qu'une copie de toi ? Et qu'advient-il alors de toi en tant que personne ? La peur et le désespoir t'envahissent. L'immortalité est à la fois un grand cadeau et un grand fardeau. Tu es tout seul, ta famille et tes amis ne sont plus là avec toi, 200 ans après que tu sois devenu immortel. Tout ce que tu as maintenant, c'est un corps anormalement vieux, et tu t'en veux un peu d'être devenu immortel. Tu navigues sur le fleuve Amazon à bord d'une pirogue sous un soleil brûlant. Alors que tu regardes ta carte, ton bateau commence à tanguer d'avant en arrière. Le courant commence à devenir plus intense, alors tu t'accroches pour sauver ta vie. Tu ranges ta carte dans ta poche et essaies de reprendre le contrôle de ton bateau. Tu heurtes quelques rochers et tu te baisses pour éviter les branches d'arbres. Ton embarcation heurte un gros rocher sorti de nulle part et tu es propulsé par-dessus bord. Tu nages dans l'eau verte et trouble. Alors que tu fais de ton mieux pour atteindre le rivage, ta pirogue est emportée par le courant. Sous l'eau se trouve un tout nouveau monde d'animaux bizarres et dangereux. Les poissons kangourous sont des créatures ressemblant à des serpents qui peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de long. Les arapaimas peuvent mesurer plus d'un homme adulte et sont plus grands que la plupart des joueurs de basket. Ce sont les plus gros poissons d'eau douce d'Amérique du Sud. Ils ont un système de branchies hybride qui les oblige à remonter à la surface toutes les 5 à 15 minutes afin d'inhaler de l'oxygène pour leur grande vessie natatoire. Tu nages hors des eaux déchaînées et tu te sèches. Oh non, ta carte est complètement trempée. Il n'y a aucun moyen d'arriver à ta destination sans elle. Tu t'aventures dans l'épaisse forêt tropicale en repoussant les branches et les feuilles. En t'enfonçant davantage, tu remarques quelque chose sur un arbre. Il bouge à peine, mais il a des griffes acérées et un pelage clairsemé. Il tend le bras vers une autre branche et essaie de se hisser, mais très lentement. Les paresseux dorment plus de la moitié de leur journée et ne descendent des arbres qu'une fois par semaine. Ils sont tellement immobiles que des algues et de la mousse poussent parfois sur leur fourrure. La forêt tropicale se densifie à chaque pas, jusqu'à ce que la lumière du soleil n'éclaire presque plus le chemin devant toi. Tu remarques qu'une silhouette te suit. À chaque branche sur laquelle tu marches, tu peux entendre un faible son juste à côté de toi qui se faufile. Tu commences à marcher un peu plus vite, mais le son te rattrape. Tu arrives à sortir de la partie dense et tu marches sur un chemin étroit jusqu'à ce que tu atteignes une falaise. Tu ne peux pas progresser normalement ici, alors tu te colles contre la paroi et tu marches de côté pour longer la falaise. Tu avances lentement avec la rivière à 10 mètres en dessous de toi. Tu bouges ton pied et quelques pierres tombent dans la rivière. Tu continues à avancer et fais un faux pas. Tu es sur le point de tomber, mais tu t'accroches à une grosse branche d'arbre et tu te hisses. Tu remarques un couple de grenouilles cocoy de Colombie à quelques centimètres de tes doigts. Toucher l'une de ces grenouilles peut être extrêmement dangereux et nocif, malgré leur magnifique motif coloré. La cocoille de Colombie est l'un des animaux les plus venimeux au monde. L'une d'elles bondit juste à côté de toi, alors tu lâches la branche et tombes dans la rivière. Les flots te ballottent jusqu'à ce que tu atteignes un courant calme. Sous toi se trouve une nuée de piranhas qui barbotent avec leurs dents acérées. La couleur rouge de leur peau ne laisse aucun doute, alors tu t'enfuis à la nage comme un athlète olympique. Les piranhas mangent tout ce qui leur passe sous les nageoires, quelle que soit sa taille. Tu t'accroches à une bûche et grimpes sur un petit rocher pour reprendre ton souffle. Il y a une énorme anguille électrique sous le rocher. Malgré leur nom, elles sont plus apparentées aux poissons-chat qu'aux anguilles. Elles utilisent leur puissant 600 volts d'électricité pour se défendre et attraper de la nourriture. Tu es coincé, sauf si tu es comme le basilic commun et que tu peux glisser sur l'eau comme un jet ski. Ces incroyables lézards ont des palmures spéciales sur leurs orteils et peuvent courir au-dessus de l'eau sur la distance d'un terrain de basket. Tu sautes sur un tas de rochers jusqu'à ce que tu atteignes le rivage. Tu continues à marcher le long de la rive jusqu'à ce que tu croises un rocher en mouvement. Tu te frottes les yeux et tu le vois à nouveau bouger. C'est une tortue à l'allure de dinosaure qui ressemble à un crocodile avec une armure. Le matamata est une tortue d'eau douce qui se camoufle dans son environnement pour attraper ses proies. Sa tête s'étire plus longuement que son corps. Tu te faufiles pour la dépasser et poursuis ton chemin. Tu retournes dans la forêt tropicale et trouves un endroit pour te reposer. Attends, il y a des fourmis géantes partout. Ce sont les plus grosses fourmis du monde
et elles peuvent produire l'une des piqûres les plus douloureuses qui soient, comparable à celle d'une guêpe. Tu te lèves immédiatement et trouves un autre endroit pour te reposer. En continuant à marcher, tu remarques la même sensation de quelque chose qui te suit. Tu peux entendre le bruissement de quelques feuilles, mais il commence à faire sombre et il n'y a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Tu trouves un joli petit coin pour faire un feu de camp et te reposer. Mais en Amazonie, tout est une menace. Sauf ces mignons capybaras qui se promènent. Ils vivent en groupe près des sources d'eau. Ce sont aussi les plus gros rongeurs du monde. Tu n'as pas à t'inquiéter de leur présence si tu es coincé au milieu de la forêt tropicale amazonienne. Soudain, tu sens que quelque chose se glisse à côté de toi. Tu regardes au sol et tu vois un énorme anaconda vert sur le point de t'étrangler. Ce sont les serpents les plus lourds du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et ont un énorme appétit. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant. Hourra, tu as trouvé une grotte où t'abriter. Il fait à nouveau jour et tu es toujours en vie. Tu continues à marcher dans la jungle. Tu as pu trouver un petit déjeuner et récupérer de l'énergie pour le reste de la journée. Tu repères quelque chose sur un arbre qui ressemble à une branche. Mais il s'agit en fait d'un potou, un maître du camouflage qui peut passer des jours immobiles sur des branches d'arbres cassés. Ces oiseaux bizarres utilisent ces branches comme leur habitat permanent où ils pondent leurs œufs et se reposent toute la journée. Tu continues ton chemin dans la forêt tropicale et tu vois une araignée Phonotria qui rampe sur une branche d'arbre juste devant toi. On en trouve 8 espèces dans la région de l'Amazonie. Elles font partie des araignées les plus agressives et les plus venimeuses qui existent. Tu fais donc un grand détour et t'en éloignes. Tu sens à nouveau quelque chose marcher à côté de toi, mais tu n'arrives toujours pas à déterminer ce que c'est. Devant toi, tu vois une falaise abrupte avec une chute d'eau qui tombe dans un grand lac. Il semble paisible jusqu'à ce que tu vois un groupe de caïmans noirs se rassembler autour de la rive. Ce sont les plus grands prédateurs de tout l'écosystème amazonien et ils se nourrissent de tout ce qui bouge. C'est une bonne chose que tu sois sur les hauteurs, sinon, oups, tu glisses et tombes dans la rivière, en plein dans le bassin. Pour l'instant, aucun caïman ne t'a repéré. Tu nages sous l'eau et essaies d'atteindre l'extrémité opposée à celle où se trouvent les reptiles. En sortant et en te séchant, tu remarques de grandes taches noires sur toi. Tu essaies de les retirer, mais elles sont bien accrochées. La sangsue géante d'Amazonie trouve sa cible en suivant les mouvements et l'ombre. Une fois qu'elles sont fixées à la peau, il est extrêmement difficile de les extraire. La meilleure façon de le faire est de glisser ton doigt à côté de leur bouche et de les retirer lentement. Tu parviens à les enlever de ton corps et tu vois que les caïmans nagent vers toi. Tu es coincé avec ces reptiles affamés qui s'approchent. Soudain, un dauphin rose saute hors de l'eau et les éclabousse tous. Ils peuvent être plus grands que les humains et sont les stars de l'Amazonie. Les scientifiques pensent que leur couleur provient des capillaires sanguins de leur peau. En Amazonie, il y a même des requins bulldogs qui nagent partout. Ces poissons géants carnivores sont un danger pour les humains et peuvent nager aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ces requins s'attaquent à tout ce qui se trouve à leur portée, y compris les autres requins. Le dauphin a distrait les caïmans, alors tu grimpes sur la falaise et essaies de trouver le meilleur moyen de t'échapper. Les mâchoires béantes qui attendent que tu retombes dans le lac sont juste en dessous de toi. Tu parviens à grimper jusqu'au sommet, mais lorsque tes bras te hissent sur la plateforme, la première chose que tu vois est un jaguar qui te regarde droit dans les yeux. C'est la créature qui t'a suivi pendant tout ce temps. Tu te relèves et il commence à te tourner autour en préparant son attaque. Tu sais que tu ne peux pas affronter un jaguar, ni le distancer. Tu attrapes donc une grosse branche au sol pour te défendre. Il saute sur toi, mais tu te baisses juste à temps pour l'éviter. Le jaguar termine dans l'eau, loin des caïmans. Heureusement que ces gros chatons sont d'excellents nageurs. Tu te relèves et continues. À ta grande surprise, tu retrouves ta pirogue. Tu la répares et tu sors de cet enfer vert. Ouf! 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage, de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire.
Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate.
Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte, mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait t'avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Il tire le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'1 seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. Ton vaisseau spatial vole à travers l'espace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Les étoiles se transforment en traînées brillantes. L'espace infini s'est rétréci en un tunnel. Un flash lumineux apparaît devant toi et... boum! Le vaisseau spatial est éjecté du tunnel comme un bouchon d'une bouteille. Tu vois l'ancienne planète Terre. L'ordinateur t'indique que tu es revenu 70 millions d'années en arrière. Tu es un paléontologue du futur qui a voyagé dans le temps dans un seul but. Voir de tes propres yeux le dinosaure le plus méconnu de l'histoire. Tu es descendu sur Terre et tu te promènes dans la jungle. Soudain, tu entends un puissant rugissement. Un dinosaure sort des arbres. Il fait plus de 2 fois ta taille et pèse autant que 4 voitures. Les scientifiques n'ont trouvé que 2 énormes bras restants de ce dinosaure. Pendant 60 ans, le Deinocheirus a été un grand mystère de la paléontologie. Désormais, nous pouvons voir cette créature dans son intégralité. Ils ont réussi à trouver un ensemble complet de fossiles en Mongolie. Traduit du latin, le nom de ce dinosaure signifie « terrible main ». Apparemment, il n'était pas très doué pour le poker. Deinocheirus est un cocktail animal que la nature a préparé pour te faire à la fois hurler et rire. Examinons-le du point de vue de l'évolution. Tout d'abord, prenons le T-Rex. Deinocheirus et le roi des dinosaures ont à peu près la même taille. Du T-Rex, nous ne garderons que les puissantes pattes arrière et la longue queue. Au lieu des petits membres antérieurs, nous ajouterons de puissants bras de 2,4 mètres de long. Et n'oublions pas les doigts munis de griffes acérées comme des rasoirs. Chaque griffe est aussi longue qu'un couteau de cuisine. Ensuite, ajoutons une bosse comme celle d'un chameau, un cou comme celui d'une autruche et une tête de cheval. Et au lieu d'une bouche dentée, mettons un bec de canard. Maintenant, notre Deinocheirus est prêt. Il a aussi des griffes longues et pointues au bout de ses pieds plats. Ses larges semelles l'aidaient à marcher au fond des rivières et à ne pas s'enfoncer dans le limon. La plupart des scientifiques pensent qu'il était aussi couvert de plumes. Les plantes étaient le plat principal du régime de ce dinosaure, et pour digérer la nourriture végétale, Deinocheirus avalait des pierres. De nombreux oiseaux modernes font de même.
Des pierres dans l'estomac broient les fibres végétales coriaces. Dans l'un des Deinocheirus, les scientifiques en ont trouvé pas moins de 1400. Oui, ce dinosaure avait un énorme ventre, ce qui le ralentissait beaucoup. En vertu de sa taille, Deinocheirus avait une espérance de vie élevée, 75 à 300 ans environ. Dans un morceau d'ambre vieux de 100 millions d'années, on a trouvé des os étranges. Ils appartiennent aux plus petits dinosaures connus de toute la science. Prends 2 billets de banque dans ton portefeuille. Ce dinosaure pesait à peu près le même poids. Il avait la taille d'un colibri moderne. Les scientifiques ne savent pas à quoi ce minuscule dinosaure ressemblait le plus, un lézard ou un oiseau. Mais ils sont presque sûrs qu'il pouvait voler et qu'il chassait des insectes. Ses plus de 100 dents pointues le confirment. Que se passe-t-il lorsque tu croises un poulet et un crocodile? Tu obtiens un vilain dinosaure du nom de Hesperonychus. Il était petit, mais plutôt féroce. Il vivait en Amérique du Nord et chassait probablement des mammifères. Il ne pesait que 2 kilos et était couvert de plumes comme un poulet. Si le paresseux était un dinosaure, il ressemblerait au lézard de Shuzu. Ce dernier se déplaçait sur 2 jambes, était aussi grand qu'une girafe moderne, mais pesait 3 fois plus. Le lézard de Shuzu avait des plumes sur le corps et son long cou l'aidait à regarder dans toutes les directions. Dans l'ensemble, la queue de ce dinosaure le faisait ressembler à un rat géant sur 2 pattes. Lorsque les scientifiques ont vu pour la première fois les fossiles de cet animal, ils n'ont pas cru qu'il était réel. Le Halscaraptor ressemble à un hybride entre un vélociraptor et une autruche, mais ce dinosaure avait la taille d'une noix. Les solides membres postérieurs de la créature confirment qu'il pouvait marcher sur la terre ferme. Le dinosaure chassait des poissons, plongeant sous l'eau pour trouver ses proies. Nous sommes habitués à ce que les animaux volants aient 2 ailes, mais l'évolution aime jouer avec les règles. Le Microraptor avait 4 ailes. De solides plumes étaient attachées à chacune d'elles. Ce dinosaure ne pesait pas plus de 900 grammes. Ses plumes étaient noires et brillantes comme celles d'un corbeau. Il n'y a aujourd'hui aucun oiseau sur la planète qui possède 4 ailes. Cela signifie qu'il a évolué à partir de dinosaures à 2 ailes. Microraptor était une branche de l'évolution sans issue qui n'a donné naissance à aucune nouvelle espèce d'animaux. Il semble que le suivant soit encore bien difficile à prononcer, mais essayons. Tanistropheus semble avoir été conçu pour un dessin animé, mais il a vraiment existé et vivait dans l'eau. Il pesait 135 kg et mesurait 6 mètres de long. La moitié de son corps était un cou flexible de la taille d'un anaconda vert. Les scientifiques ne savent pas pourquoi la créature avait un si long cou. Il est fort probable que le dinosaure l'utilisait pour attraper des poissons ou pour jouer à la corde à sauter avec ses copains. Mettons qu'il y a 66 millions d'années, un astéroïde ne se soit pas écrasé sur notre planète. Les dinosaures n'ont pas disparu et les mammifères n'ont pas réussi à dominer la Terre. Cela signifie que les primates n'ont pas évolué et sont restés dans les arbres. Qui aurait pris la place des primates dans un tel monde? De nombreux scientifiques pensent que cela aurait pu être le Troodon. Ce dinosaure avait le plus gros cerveau par rapport à la taille de son corps. Il marchait sur 2 jambes et faisait à peu près la taille d'un humain. Hypothétiquement, Troodon aurait pu évoluer et devenir aussi intelligent que nous, les humains, le sommes aujourd'hui. Au fait, le plus petit cerveau par rapport à la taille du corps appartient au stégosaure. C'était le plus grand des dinosaures à armure. C'était un mangeur de plantes, mais sa queue puissante et ses pointes acérées étaient redoutées par tous les chasseurs de l'époque. Le stégosaure pesait près de 4 tonnes, mais son cerveau n'était pas beaucoup plus gros qu'un hot dog. Pegomastax n'était pas plus gros qu'un chat domestique et il courait librement en Afrique il y a 100 à 200 millions d'années. Imagine un lézard bipède qui ressemble à un perroquet. Pegomastax était couvert à la fois de plumes et de piquants semblables à ceux du porc-épic. Il avait un bec, mais 2 crocs acérés sortaient de sa mâchoire inférieure. Pourtant, l'apparence effrayante de la créature est trompeuse. Le dinosaure courait vite et pouvait mordre fort, mais c'était tout de même un paisible mangeur de plantes. L'Inenicus vivait il y a 80 millions d'années. Il ressemblait à une autruche qui pesait autant qu'un perroquet de taille moyenne. Il pouvait courir rapidement et chassait les insectes. Au lieu de bras, ce dinosaure a développé 2 petits doigts avec des griffes à leurs extrémités. C'est le seul dinosaure à un doigt connu de la science. Cette étrange créature était l'un des ancêtres des oiseaux modernes. Geolopterus était un dinosaure volant semblant sorti tout droit d'un film de science-fiction. Il ressemblait à un chat avec des ailes de chauve-souris. La créature se nourrissait d'insectes, mais il existe une autre théorie selon laquelle elle aurait pu se nourrir comme un moustique. Elle se posait sur le dos de grands dinosaures et perçait leur épaisse peau avec des crocs acérés.
Voici une licorne de conte de fées. Elle est belle, gracieuse et aussi blanche que la neige. Et voici le lézard de King Dao, le prototype réel du fameux cheval à cornes. Une corne osseuse de plus de 40 cm de long poussait sur sa tête. La corne l'aidait peut-être à flotter dans l'eau, à attirer des partenaires ou à émettre différents sons. Quoi qu'il en soit, la licorne des contes de fées est clairement plus jolie que cette créature préhistorique. Notre spécimen suivant ressemblait à un croisement entre un lézard et un tigre. Imagine un animal qui pèse autant que 5 sangliers et soit aussi long qu'une berline. Des membres avec des griffes acérées, des crocs semblables à ceux d'un tigre à dents de sabre et des mâchoires puissantes. C'était l'un des animaux les plus dangereux à parcourir la planète Terre. Il occupait une niche évolutive qui comprend aujourd'hui les lions, les tigres et autres grands félins. Epidexipteryx était un petit dinosaure de la taille d'un pigeon. Il ne pouvait pas voler, mais c'était l'un des premiers dinosaures à avoir des plumes. Elles étaient cependant différentes de celles des oiseaux modernes. Elles n'étaient pas divisées en brins séparés, mais étaient entières et ressemblaient à des feuilles. Ce grand gaillard n'est pas seulement connu pour son apparence étrange et sa taille. Même s'il était aussi grand qu'un immeuble de 5 étages et pesait autant qu'un éléphant, il était surtout réputé pour avoir les plus grandes griffes de la planète. C'était vraiment un cauchemar pour les manucures. Des ongles de 60 cm de long dépassaient de ses doigts. Malgré ses terribles appendices, il consommait exclusivement des aliments végétaux qu'il mâchait avec ses petites dents. Ces énormes griffes étaient nécessaires pour arracher les feuilles des grands arbres. Voici maintenant le plus grand animal qui ait jamais volé dans le ciel terrestre, Quetzalcoatlus. Imagine une créature dont l'envergure est presque aussi large qu'un terrain de basket. Pour s'élever dans les airs, il fallait qu'il soit léger, il ne pesait donc que le poids d'un cochon moderne. Et ses ailes ressemblaient à une fine membrane. Elles s'étendaient du bas de ses pattes jusqu'à ses doigts allongés. Les artistes représentent souvent cette créature couverte de plumes, mais son corps était en fait recouvert de fibres similaires aux cheveux humains et aux poils d'animaux. Acrotolus était un dinosaure original qui portait une casquette en os dur. Non, pas une casquette de baseball. Cette créature avait la taille d'un Golden Retriever, mais elle était loin d'être aussi sympathique. Elle ne courait pas après les bâtons. Au contraire, elle courait et enfonçait sa tête dure dans un rival de la même espèce ou dans un prédateur. Tu voulais réchauffer une part de pizza restante, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Dès que tu as touché l'appareil, tu as senti une secousse, comme si quelque chose t'avait poussé. Tu as vu des étincelles, entendu quelque chose exploser, puis les ténèbres. Oh, c'est comme si ta tête allait imploser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le micro-ondes. Tu as reçu un choc électrique. Heureusement, tu es en vie et plus ou moins bien. Et surtout, il n'y a pas de feu qui fait rage dans ton appartement. Tu te relèves en gémissant. Les mains tremblantes, tu prends un verre pour te verser de l'eau. Mais quelques instants plus tard, tu te laisses tomber par terre. L'objet est beaucoup plus lourd que tu ne l'imaginais. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il est aussi jaunâtre et pas transparent. Après l'avoir examiné, tu dois admettre que la substance ressemble beaucoup à... de l'or. Tu te moques de toi-même. Puis tu emmènes ton nouveau verre chez un joaillier spécialisé. En sortant de son bureau, tu es complètement abasourdi. Ton verre est bel et bien composé de l'or le plus pur qui existe. Tu ne fais pas trop attention à ce qu'a dit le spécialiste sur un détail un peu étrange de cet or. Tu as des mystères plus urgents à résoudre. Comme, comment diable ce verre est-il devenu en or? Ça a dû se produire au moment où tu l'as touché. Mais après ça, tu t'es accroché aux rampes, aux poignées de porte et tout le reste. Tu as même serré la main du joaillier. Tu rentres chez toi et tu te mets au travail. Tu touches ton canapé, ton lit, tes oreillers, tes tasses, tes assiettes et ton argenterie. Et soudain, une cuillère dans tes mains devient de l'or. Ton pouvoir fonctionne bien, mais pas toujours. Quand bien même, tu vas être riche. Parce que, tu sais, c'est de l'or. Ce métal est extrêmement précieux. Il ne s'abîme pas, il est facile à fondre et il est suffisamment rare pour que les gens l'apprécient. Tu commences à penser à tous tes rêves qui vont enfin se réaliser. Tu peux partir en vacances dans des îles exotiques et acheter la maison de tes rêves. Mais tu étais loin de te douter à ce moment-là du terrible désastre que ta nouvelle faculté allait provoquer. Le temps passe et tu remarques que tu transformes des objets en or de plus en plus souvent. Bientôt, cela se produit 1 fois sur 3 lorsque tu touches quelque chose. Et le jour vient où chaque objet que tu prends devient immédiatement de l'or. Après t'être réjoui pendant 5 bonnes minutes, tu réalises que ce n'est pas si génial que ça. Comment vas-tu cuisiner, dormir, promener ton chien avec une horreur croissante? Tu comprends que ta capacité pourrait finir par être une malédiction, similaire à celle du roi Midas.
Il y a un mythe grec à propos d'un monarque qui menait une existence riche et confortable dans un immense château. Mais ce n'était jamais assez pour lui. Il était bien plus ambitieux que ça. Il voulait que tout ce qu'il touche se transforme en or. Cela te dit quelque chose. Mais lorsque son souhait a été exaucé, le roi a découvert que c'était la chose la plus horrible qui lui soit arrivée. Tu frissonnes et tu décides de penser à quelque chose qui ne te stresse pas autant. Par exemple, comment les choses que tu fais sont-elles possibles d'un point de vue scientifique ? Est-ce que tu changes simplement les atomes de ce que tu dois choisir de toucher ? Prenons une télécommande. Ainsi, dès que tu la prends, elle se transforme en or. Tout devient immédiatement beaucoup plus dense et plus lourd. Les atomes d'or n'apprécient pas la façon dont ils sont serrés les uns contre les autres, alors ils vont commencer à se repousser les uns contre les autres. Boum ! Et la télécommande va exploser avec une force énorme. Mais ça n'arrive pas. Cela signifie que ton pouvoir fonctionne d'une manière différente. Par exemple, si tu ne changes pas les atomes mais les réarranges simplement. Cela expliquerait pourquoi le joaillier a été si surpris et a qualifié ton verre d'or d'étrange. Cet or est un peu mousseux, avec plein de petits trous à l'intérieur. Soudain, tu comprends et tu es encore plus horrifié qu'avant. Tu dois faire très attention maintenant. Que se passe-t-il si tu te penches pour toucher ton chien ? Et si tu faisais accidentellement un câlin à ton frère ? Ou si tu touchais la main d'un ami ? Après avoir paniqué pendant 1 heure environ, tu te souviens qu'une de tes bonnes amies est une super scientifique. Il est temps d'aller la voir. Après avoir surmonté son choc initial, ton ami se lance dans l'action. Bientôt, tu as une solution. Une paire de gants fabriqués dans un matériau spécial. Tu dois porter ces gants à tout moment. Ton ami entre dans les détails en essayant de t'expliquer comment les gants vont protéger le monde de toi. Mais cela semble extrêmement scientifique. Tu perds le fil de son explication et tu arrêtes d'écouter au bout d'une demi-minute. Ta vie est à la fois plus facile et plus difficile maintenant. Tu n'as plus besoin de te contrôler en présence d'autres personnes. Mais en même temps, tu dois apprendre à prendre une douche, à manger, à jouer au volleyball et à caresser ton chien tout en portant tes gants. Heureusement, il ne te faut pas beaucoup de temps pour t'habituer à ton nouveau look. Mais alors, par une journée ensoleillée, tout part en vrille. Tu es dehors dans le parc. Ton chien semble avoir la pêche et tourne en rond. C'est alors que ta main gauche commence à te démanger à l'intérieur du gant. Ah, rien de mal va arriver si je... Et tu retires le gant. Ton chien choisit ce moment pour venir sur tes jambes. Tu perds pied et tu commences à tomber en avant. Tu vois tout ce qui se passe autour de toi comme au ralenti. Une seconde et ta main sans gant touche le sol. Une autre seconde et des vagues de couleur dorée commencent à se répandre loin de toi. Elles transforment tout ce que tu vois en or. Et puis tu flottes tout à coup dans les airs. Que se passe-t-il ? Tu te souviens du premier verre que tu as transformé en or ? Il n'a pas changé de forme ou de taille parce qu'il n'était pas assez grand. Mais pour la planète entière, c'est un gros problème. L'or que tu crées est spongieux. Mais la Terre ne peut pas être spongieuse, sa gravité ne lui permet pas. Elle commence à comprimer la planète et y parvient. Les tout petits espaces entre les atomes qui composent notre beau globe autrefois bleu disparaissent. Et la Terre commence à rétrécir à une vitesse vertigineuse. En un rien de temps, son rayon devient 1/3 plus petit qu'avant. Mais revenons à ta situation actuelle. Tu n'as jamais été coincé dans un ascenseur qui tombe, mais tu penses que c'est ce que ça doit faire. Tu as l'impression que quelqu'un a subitement tiré le levier responsable de la gravité de la Terre et l'a désactivé. Au début, tu es terrifié. Et si, quand la chute cesse, tu frappais le sol avec une force énorme ? Mais cela ne s'est pas encore produit, et tu te détends un peu. Le fait est qu'au lieu de s'éloigner ou de se rapprocher, le sol semble tomber en même temps que toi. Depuis ton point de vue, tu vois de l'eau qui flotte dans l'air. Il ne peut s'agir des océans ou des mers. Ils se sont transformés en or au même moment que le sol. Pendant ce temps, l'eau dans l'air commence à former des gouttelettes. Et tu réalises que c'est tout ce liquide qui était dans l'atmosphère avant l'accident. C'est ainsi que tu as décidé d'appeler la catastrophe que tu viens de provoquer. Les seuls autres êtres vivants que tu aperçois sont des oiseaux. Ils devaient être dans l'air lorsque le changement s'est produit. Peu de temps après, tu sens une piqûre. Un moustique. C'est ainsi que tu découvres qu'outre les oiseaux, il existe aussi des insectes volants. 10 minutes plus tard, la planète cesse de rétrécir. Elle a probablement atteint la taille dont elle a besoin. Si ce monde étrange fonctionnait comme il se doit, tu te serais écrasé au sol à une vitesse de près de 30 000 km/h. Mais pour une raison mystérieuse, cela ne se produit pas. Ouf, je suis encore en vie, donc ça ne doit pas être si grave, penses-tu. Mais presque immédiatement, une autre pensée te fait changer d'avis. Sur la planète transformée en or, où vas-tu trouver de la nourriture et de l'eau potable ? Qu'arrivera-t-il à l'atmosphère sans les arbres et les algues qui produisent de l'oxygène ? Mais ce n'est que le début. La planète se retrouve comprimée tout à coup avec une force énorme.
C'est pourquoi les températures dans son noyau deviendront bientôt aussi élevées que dans le noyau d'une étoile. De plus, lorsque la planète finira de s'effondrer sur elle-même, une puissante onde de choc catapultera son atmosphère dans l'espace. Au final, la boule de plasma rougeoyante en laquelle notre planète va se transformer va se refroidir. La Terre deviendra une boule d'or brillante, suspendue quelque part entre Mars et Vénus. Tu vas bientôt le découvrir. Mais pour l'instant, tu te tiens au milieu d'une vaste plaine d'or. Dans ta tête, il n'y a que des questions et pas une seule réponse.